En avril 2024, une opération policière menée par la GRC, la Sûreté du Québec et plusieurs corps policiers municipaux a mené à l'arrestation de 37 personnes et a permis de démanteler l'une des plus grandes plateformes d'hameçonnage jamais vues, Lab Host. Cette plateforme-là opérait à l'échelle mondiale. Elle a permis de voler plus de 170 millions de dollars canadiens dans 91 pays. Ça fait plus de 1,2 million de victimes, dont environ 290 000 au Québec seulement. Des milliers de courriels frauduleux, des cartes bancaires volées, des identités volées, tout ça à partir d'un simple message. Un courriel qui ressemblait à celui de votre banque, d'un ministère, un courriel anodin, familier, une seule action demandée, cliquer. Bonjour à tous, je suis Cédric Boivin, président de Secure Exchange. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de faire la lumière avec vous sur le courriel, un des outils de communication les plus puissants pour une organisation, mais malheureusement trop souvent négligé en matière de confidentialité. Ce que je veux faire avec vous aujourd'hui, c'est vous montrer ce que vous ne voyez pas dans un courriel lorsque vous l'envoyez. Le courriel, il est partout. C'est 350 milliards de courriels qui sont échangés chaque jour hors spam. On l'utilise pour toutes sortes de choses. Envoyer des documents, des factures, des accès, des mots de passe. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Qu'est-ce qui arrive quand j'envoie un courriel? Une fois qu'il quitte ma boîte, il se passe quoi? Pour bien comprendre les risques et les menaces associées au courriel, il faut d'abord comprendre le parcours invisible que suit chacun des messages lorsque vous envoyez un courriel. On l'écrit, on clique sur « Envoyer », puis après, il se passe quoi? Dans le fond, on ne peut pas vous blâmer, parce que si on ne vous l'a jamais enseigné, ben vous ne pouvez pas savoir. C'est un peu comme un enfant. On ne va pas lui demander de traverser la route sans d'abord lui avoir enseigné. On va lui enseigner à regarder les deux côtés de la route avant de traverser. C'est une règle de base simple, ça s'appelle l'éducation. Ici, aujourd'hui, c'est un peu ce que je vais essayer de faire. Je ne demanderai pas de devenir des experts en cybersécurité, mais vous avez besoin de comprendre les risques associés à l'envoi d'un courriel, de comprendre ce qui se passe lorsque votre courriel quitte votre boîte. Aujourd'hui, le danger il est invisible. Parce que le courriel, c'est devenu trop routinier, trop familier. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on se sous-estime. Effectivement, on se méfie beaucoup des menaces entrantes. Mais qu'est-ce qui arrive lorsqu'on envoie un courriel? Alors aujourd'hui, je vous invite à faire une chose, de réévaluer votre relation avec le courriel. Pas pour le bannir, pas pour le craindre, mais pour mieux le comprendre, pour mieux l'encadrer et surtout pour mieux l'apprivoiser. Parce qu'à l'ère de l'automatisation, de l'intelligence artificielle, de la surabondance de données, le courriel doit redevenir un allié numérique et non un risque de cybersécurité. Techniquement, un courriel doit traverser entre 5 et 15 appareils lorsque vous l'envoyez. Il va traverser votre réseau, des serveurs de relais, des filtres anti-spam, des serveurs de sécurité de toutes sortes. C'est un peu comme une lettre que vous déposez dans une boîte aux lettres publique. On va passer de facteur en facteur, de main en main, de centre de tri en centre de tri. On ne sait pas trop ce qui se passe avec la lettre, mais on fait confiance au système. En ce moment, on fait exactement la même chose avec le courriel. On l'écrit, on attache des pièces jointes, clique sur « Envoyer ». On ne sait pas trop ce qui se passe, mais on fait confiance au système. À tort, peut-être. Parce que le problème, ce n'est pas uniquement l'hameçonnage. C'est aussi le nombre de copies numériques qui se fait de votre courriel sans même que vous vous en rendiez compte. Que ce soit les serveurs d'envoi,
les serveurs de réception, les copies de sauvegarde, les archives, les filtres anti-spam, les serveurs de sécurité de toutes sortes. Chaque copie supplémentaire augmente le risque de bris, de vulnérabilité, de bris, de confidentialité. Un filtre anti-spam, par exemple. C'est le truc là, pour éviter que vous receviez des courriels de grossir des propriétés quelconques. On a tout reçu ça. Là, ou un prince d'Arabie qui veut nous léguer sa fortune. Il fait quoi, lui? Il analyse les courriels. Il les regarde un par un, il les décortique. Il les compare à des milliers d'autres. Et conserve généralement une copie de votre courriel de 14 à 30 jours dans l'appareil. 14 à 30 jours, pendant lesquels vos administrateurs de système, les serveurs, les providers de ce système-là ont techniquement accès au courriel. Donc, ils ont la possibilité de lire le courriel. Pas parce qu'ils sont mal intentionnés, parce que le système leur donne ce pouvoir-là. Le pouvoir d'analyser le courriel et ses pièces jointes dans la plus grande anonymat total. Que ce soit pour des fins d'analyse, de conformité, que ce soit pour améliorer le service, même juste pour livrer le service, ça demeure un pouvoir qu'ils ont. Et ce pouvoir-là, c'est une brèche. Une brèche de confidentialité. Et vous savez ce qu'on dit, hein? Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités. Mais ici, il ne s'agit pas de responsabilité, il s'agit de confidentialité. Des plateformes comme LabHost, démantelées l'année dernière, qui offraient des services d'hameçonnage clés en main, vous payez 250-300 $ US par mois, vous aviez accès à des centaines de clones de sites bancaires, de sites de ministériels, permettait de faire de l'hameçonnage pratico-pratique, très rapide. Pas besoin d'être un expert en informatique. Un adolescent pouvait s'en servir. Ils pouvaient automatiser leurs attaques sans aucune compétence technique. Ça fonctionnait. Ça fonctionnait pourquoi? Ça fonctionnait parce que le courriel permet à n'importe qui d'écrire à n'importe qui. C'est sa plus grande force d'ailleurs, mais c'est aussi sa plus grande menace. Comme les messages envoyés à partir de LabHost ressemblaient en tout point à un courriel que vous pouviez recevoir, tout à fait légitime d'une organisation ministérielle, de votre institution financière, il s'agissait d'un moment d'inattention pour vous amener sur un site frauduleux et vous permettre de remplir l'information confidentielle et boum, la brèche de sécurité était créée. Bien sûr, il existe des solutions de défense contre des solutions comme LabHost. Contrairement à votre lettre qui est placée dans une enveloppe, déposée dans une boîte aux lettres, qui va passer de facteur en facteur, de centre de tri en centre de tri, votre courriel, lui, voyage sur Internet. Il ne va jamais vraiment emprunter la même route, parce qu'il va voyager par la route la plus rapide. Jusqu'à ce qu'il traverse des appareils auxquels les organisations ont choisi de faire confiance. Des appareils qui vont analyser, décortiquer, scruter à la loupe vos courriels, dans le but de vous protéger contre des appareils comme LabHost. Ils ont tous leur rôle à jouer, ces appareils-là. Là, je viens de vous décrire un filtre anti-spam. Que ce soit l'antivirus qui va analyser vos pièces jointes à la recherche de menaces entrantes, de pièces jointes piégées, que ce soit le TLS qui va permettre de chiffrer la communication entre les différents appareils, mais qui va permettre quand même aux appareils de sécurité de déchiffrer votre courriel, que ce soit le DKIM, le DKIM, le SPF, le DMARC, un va protéger l'intégrité de votre courriel, s'assurer que votre courriel n'a pas été modifié durant le transport. L'autre va s'assurer que le courriel a été envoyé à partir d'un serveur que vous avez autorisé. Le dernier va simplement appliquer les politiques sur votre courriel. Tous ces outils sont essentiels
aujourd'hui pour vous protéger contre des menaces entrantes. Mais aucun de ces outils a été conçu pour vous protéger vos courriels sortants. Protéger la confidentialité de vos envois. Même qui peuvent augmenter, dans certains cas, le risque de bris de confidentialité. Revenons à notre filtre anti-spam. Je prends le filtre anti-spam parce que c'est facile à illustrer, facile à concevoir, mais il peut facilement augmenter le risque de bris de confidentialité, puisque tous les courriels sont en clair, et je vous le rappelle, de 14 à 30 jours de rétention dans les appareils. Et ces systèmes-là sont généralement pas gérés par vous, sont gérés par d'autres gens, par d'autres organisations, par d'autres humains. Et le problème en cybersécurité, c'est que le plus grand risque, c'est pas la technologie, c'est l'humain. L'humain trop curieux. L'humain à qui on a donné trop de droits. L'humain mal informé ou qui pense que tout est déjà sécurisé, tout est déjà sécuritaire. Pas grave, on utilise telle technologie, tout est beau. L'humain mal intentionné. Il y a des risques à utiliser le courriel, c'est sûr, mais ça reste un des outils de communication les plus puissants. Il faut seulement savoir comment l'utiliser et quel outil utiliser à quel moment. On doit être conscient des risques, des menaces, mais pour ça, il faut qu'on ait reçu un minimum d'enseignement. Donc, on parle souvent des menaces entrantes, mais on oublie trop souvent de se poser la question, quand je paye sur envoyer, qu'est-ce qui arrive? Vous devriez vous poser la question, à toutes les fois que vous envoyez un courriel, ce que je m'apprête à envoyer. On est quand même pas mal dans la salle, j'ai chaud d'ailleurs pour ça. Donc, si le courriel pouvait être lu par tout le monde dans la salle aujourd'hui, ce serait quoi les risques? Les enjeux? Les enjeux légaux? Les enjeux de confidentialité? Cette question-là doit devenir un réflexe naturel. Aussi naturel que respirer à toutes les fois que vous envoyez un courriel. Parce que c'est au moment de l'envoi que la sécurité prend tout son sens. C'est à ce moment-là qu'on peut transformer le courriel de menace en opportunité. Une opportunité qui est capable de soutenir pleinement les opérations de votre organisation. Donc, pour transmettre l'information en toute sécurité, vous devriez adopter des technologies zéro emprunt. C'est-à-dire une technologie qui va chiffrer vos informations de bout en bout. Donc, le seul qui est en mesure de récupérer l'information, c'est votre destinataire. Ça ne laisse pas de copie sur les systèmes intermédiaires auxquels votre courriel va traverser durant son parcours. Les accès à ces documents-là, à ces courriels-là, devraient être journalisés, devraient être contrôlés, audités. La dernière chose qu'on veut lorsqu'on envoie des données confidentielles, notamment par courriel, c'est d'en faire des copies. Des copies ici et là, pour augmenter la surface d'attaque, augmenter le risque de bris de confidentialité. Mais il ne suffit pas juste de changer nos outils technologiques. Il faut également ajuster nos habitudes. Il faut adopter les bonnes pratiques en matière de cybersécurité. Ça commence en corrigeant nos réflexes à risque. Donc, plutôt que d'envoyer des pièces jointes par courriel, utilisez un mécanisme de protection sécurisé. Laissez pas traîner vos vieux courriels dans votre boîte aux lettres qui contiennent des données confidentielles. Vous devriez même aller faire un tour dans vos éléments envoyés et regarder combien d'éléments envoyés que vous avez envoyés dernièrement ou dans la dernière année qui contiennent des données confidentielles. Arrêtez de transformer votre boîte courriel en voûte de documents. Ce n'est pas son rôle. Et plutôt que d'accumuler indéfiniment des copies de sauvegarde, vous devriez mettre en place une politique de purge. On a des gens dans la salle qui en appliquent des politiques, des partenaires, j'en vois justement ici dans la salle. Faites affaire avec des experts si vous n'avez pas les connaissances requises pour les mettre en place. Bref, il ne s'agit pas de tout changer, mais simplement de transformer vos habitudes en réflexes sécuritaires. Et ça, c'est aussi valable pour une nouvelle menace émergente, l'intelligence artificielle.
C'est la saveur de l'heure en ce moment. On en saupoudre un peu partout. AI par-ci, intelligence par-là. Il y en a même dans les courriels maintenant. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Vous êtes en train d'écrire un courriel à un de vos clients, un de vos fournisseurs. Vous mettez un mot de passe ou des informations confidentielles. Puis là, bon, on va utiliser un peu de chat GPT pour améliorer, corriger. Êtes-vous en train d'exfiltrer de l'information confidentielle sans même le savoir? Parce qu'il y a des risques importants associés en ce moment à l'utilisation d'outils sans avoir pris le temps d'analyser les risques. Parce que peu importe avec qui vous faites affaire, que ce soit un grand fournisseur, un petit fournisseur, la sécurité, c'est votre responsabilité. Vous devez vous demander si les pratiques actuelles de votre organisation sont sécuritaires. La sécurité, ce n'est pas une histoire de cases à cocher pour vous permettre de bien dormir la nuit puis de se sentir conforme. Ou même encore éviter une poursuite. Parce que combien d'organisations mettent en place des solutions bien correctes? C'est pas grave, c'est pas ma responsabilité, c'est lui, une fois que c'est sorti, ça me dérange pas. Mais le problème avec ça, c'est que pendant que vous faites ça, d'autres organisations font exactement la même chose. Et cette fois-là, c'est avec vos données. Donc, pour construire une société qui est résiliente, qui protège réellement ses données, ben, il faut commencer par l'exemple. Donc, c'est en adoptant des pratiques de sécurité cohérentes, en posant des questions, qu'on va réellement se protéger. Aujourd'hui, dans le contexte de pénurie de main-d'œuvre, les organisations ne se contentent plus d'envoyer seulement des courriels un par un à l'aide de leur outil d'envoi de courriel. Ils ont commencé à automatiser leur processus d'affaires. C'est une excellente chose. Et souvent, le courriel va être au cœur de ces automatisations-là. Que ce soit des processus d'ouverture de dossiers, des envois de factures qui contiennent des informations bancaires sur la facture, des signatures de contrats, des ouvertures de comptes, peu importe. Ces automatisations-là représentent clairement un gain efficace de productivité considérable. Un établissement scolaire, par exemple, qui va remplir un plan d'intervention pour un enfant en difficulté sur un portail. Et là, le courriel va être envoyé aux parents pour approbation, signature, afin d'adopter le plan d'intervention. Ou que ce soit un cabinet financier qui envoie des rapports ou des résultats de performance des portefeuilles à leurs clients. Votre service d'RH qui va embaucher un nouvel employé et là, qui doit faire des recherches d'antécédents judiciaires, va lui envoyer un courriel en lui demandant de lui retourner les pièces jointes. Un cabinet comptable qui vous retourne vos rapports d'impôt, les rapports d'impôt d'entreprise, va automatiser le processus, signature. Une fois que ça revient, on l'envoie aux autorités fiscales. Donc, ces automatisations-là doivent être encadrées par des mécanismes de sécurité solides. Des technologies sûres. Sinon, ça peut devenir des vecteurs de vulnérabilité supplémentaires. C'est pourquoi il est essentiel d'évaluer dès le départ la posture de sécurité et de vérifier si la solution a été développée sécurité by design. Donc, la sécurité a été mise de l'avant dès le départ. C'est un principe fondamental en développement et ça doit faire partie intégrante de vos choix et de vos décisions technologiques. Vous avez le droit de poser des questions à vos fournisseurs de services, vos développeurs de logiciels. Où sont stockées mes données? Parce que c'est vos données. Qui a accès à mes données? Est-ce que les données sont chiffrées durant le transport? Au repos? Qui a accès aux clés de chiffrement? Si vous utilisez de l'intelligence artificielle, êtes-vous obligé d'analyser 100% de vos données? Pouvez-vous analyser seulement un jeu de données restreint? Analysez-vous de l'information confidentielle? Donc, le courriel, il n'est pas à bannir.
ça reste un outil universel, agile, puissant pour les organisations. Mais sans cadre clair, sans sécurité intégrée, ça peut devenir une porte ouverte sur les données que vous échangez. Il ne faut pas se protéger seulement de ce qui rentre. Il faut également penser à protéger ce qui sort. Que ce soit dans les courriels qu'on envoie manuellement ou les courriels qui sont automatisés par nos processus. Posez-vous les questions suivantes. Que contient réellement ma boîte courriel? J'en ai-tu du contenu confidentiel à l'intérieur? L'ai-tu déjà même envoyé? Ça fait combien de temps d'ailleurs que je n'ai pas fait le ménage dedans? Dans mon organisation, est-ce que d'autres gens que moi ont accès à ma boîte courriel? Est-ce que j'ai des fournisseurs qui ont accès à ma boîte courriel? Est-ce que je peux dire avec certitude que mes processus automatisés dans mon organisation sont sécuritaires? Il ne faut pas oublier une chose. Aujourd'hui, au Québec, la loi 25 oblige désormais toutes les organisations à prendre les mesures nécessaires pour protéger les données personnelles de leurs clients. Elle ne tolère plus l'improvisation en matière de cybersécurité. La conformité, là, ça ne peut plus être une option. Puis heureusement, c'est rendu une exigence. Cette conférence-là aujourd'hui, bien que rapide, je regarde le temps, puis tabarouette, je vous ai défilé ça, j'espère que je ne vous ai pas étourdi, mais elle n'avait pas pour but de vous faire peur, mais vraiment de vous faire réfléchir, de mettre en lumière les choses que vous ne voyez pas, de vous amener à vous poser des questions sur des processus qui semblent très simples dans le day-to-day. Parce que la cybersécurité, ce n'est pas un frein à la productivité. Au contraire, c'est un levier de confiance avec vos clients. Une entreprise qui protège bien les données de ses clients, c'est une entreprise à qui les clients font confiance. Puis la confiance, ce n'est pas quelque chose qui se décrète, c'est quelque chose qui se gagne avec des choix éclairés, des choix technologiques sûrs. Donc, en intégrant la sécurité à la base, on ne fait pas juste cocher une case de conformité pour éviter les poursuites. On protège réellement les données de nos clients et on montre qu'on prend nos responsabilités. On prend les choses au sérieux. Donc, adopter les bonnes pratiques en matière de cybersécurité permet à une organisation de se prémunir contre des enjeux beaucoup plus importants sur le long terme. Alors non, la sécurité ne ralentit pas votre organisation. Au contraire, elle vous permet d'avancer sans crainte. Je suis convaincu d'une chose. Le courriel peut redevenir un espace de confiance, mais il s'agit d'utiliser les bons outils au bon moment. Ce que je vous invite à faire, c'est d'agir maintenant et de remettre en place les bons réflexes pour sécuriser vos échanges sans sacrifier l'efficacité de votre organisation. C'est donc à vous de reprendre le contrôle de votre organisation. Merci.